Octobre. Nous sommes au mois des rues jonchées de feuilles mortes orangées, de brumes stagnantes au beau milieu des champs de citrouilles, mais surtout, c'est le mois où l'horreur dans toutes ses formes devient reine. Et, bien évidemment, c'est le moment où sur les réseaux, vous trouverez un surplus de production de contenu un peu witchcraft. J'adore le mois d'octobre. Il y a une atmosphère si unique de mélancolie doublée d'une teinte mystérieuse. Et aussi, je ne suis pas insensible à ce que j'ai dit auparavant. Pour ceux qui me suivent, vous avez pu remarquer le motif de ma bague. Pour ceux qui se le demandent, ça s'appelle un tétragrammaton, et si vous voulez plus de détails, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, je l'avoue, j'ai une certaine passion pour l'ésotérisme ainsi que pour les différentes croyances païennes, avec cette essence d'érudition et de profondeur dans les écrits. Donc, vous vous doutez bien de comment je peux réagir quand, depuis un certain temps dans les magasins, je vois de plus en plus de rayons avec des objets type ésotérisme, magie et art divinatoire, mêlés à une espèce de dictat de développement personnel à 2 balles. Et tout ça, ça m'énerve. Je vous promets, j'ai des idées de vidéos où je vais parler des choses que j'aime. Je ne fais pas que râler. Et ça m'énerve pour plusieurs raisons. Dénaturisation par effet de mode, comportement inconscient ne mesurant pas la dangerosité des objets manipulés, etc. Mais surtout, j'en veux à une seule chose, la commercialisation et le marketing ayant eu bon soin de littéralement vendre une religion. Je vais donc tâcher de vous expliquer comment on est passé de groupes pratiquant des rites complexes à ça. What up, y'all? This is Patrick Hayes, and recently I've been talking a lot about subtle energy dynamics. I just recently made a video about the importance of understanding what subtle energy dynamics are. Avant de commencer, bien évidemment, je vous invite à liker la vidéo, la partager, ainsi que la commenter. Ça aidera grandement pour le référencement et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci. Et aussi, bien sûr, l'abonnement pour la cloche. Commençons déjà par le plus intuitif. Ça veut dire quoi ésotérique ? L'explication la plus probable viendrait du grec ésotérikos, contenant le préfixe éso, signifiant vers l'intérieur. Donc il faudrait y comprendre une notion introspective dans un domaine. Mais on comprend mieux la signification avec son antonyme exotérique, qui, avec son préfixe exo, signifie en dehors. On comprend que c'est une notion qui s'adresse à l'extérieur d'un domaine, à destination du public. Et donc, ésotérique veut dire qui est réservé à un cercle intérieur du public. Bon, ok, sauf que comment on est passé d'un aspect agent secret du public à personne recluse lisant dans les boules de cristal ? Évidemment, comme tout terme ancien, il a connu une évolution au travers de l'histoire. Et pour ça, on va devoir remonter dans des temps immémoriaux, la fameuse Grèce antique. Physica means the science of natural things, and it is there in ancient Greece that our story begins. It's a warm summer evening, circa 600 BC. Les premières sources de sa mention remonteraient vers le IIe siècle après Jésus-Christ, principalement par l'orateur Lucien de Samosate, l'actuelle Turquie, et Clément d'Alexandrie, l'un des pères les plus influents de l'Église. Église avec un grand E, bien évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir que la Grèce antique est le berceau de la pensée philosophique, avec notamment Socrate, dirons-nous le fondateur de la philosophie occidentale, même si on trouvait effectivement des philosophes antérieurs comme Thalès de Milet. Oui, le même type du théorème. Socrate a été le premier à élaborer une méthode de dialogue, appelée la maïotique, visant à faire naître la connaissance de par la réflexion critique, ainsi que l'élaboration de la morale, mettant l'accent sur les notions de vertu, de sagesse et de la connaissance de soi. Et son héritage a été transmis par ses disciples, dont le plus important de tous est Platon. Inutile de dire que le bonhomme a joué un rôle relativement important dans l'élaboration de la philosophie. Et l'une des actions les plus emblématiques de Platon se trouve être la fondation de son école philosophique, ou l'Académie. Un lieu où l'objectif était d'établir une école philosophique, certes avec des règles de vie et d'éthique assez strictes, mais dont l'objectif était de favoriser le savoir et ses enseignements en 2 parties. Une partie plus accessible au public et une autre réservée à ses disciples les plus avancés. Des doctrines orales réservées à un groupe restreint. Voilà donc ce qu'il faut retenir en très gros sur la répartition des savoirs de l'époque. Une partie publique mise en lumière et une autre partie mise dans l'obscurité. D'ailleurs, on a encore ces fameuses traces de la façon dont ces savoirs sont répartis.
D'un côté, on peut aussi retrouver pas mal de conférences, de vulgarisation, et de l'autre côté, eh bien, on a les fameuses académies, les instituts de haute école qui, justement, approfondissent les notions transmises par les vulgarisations. Sauf qu'il subsistait un petit problème, le manque de traces écrites. Presque aucun écrit a été fait sur la façon dont les savoirs étaient répartis à l'époque, et puisqu'il n'y avait aucun intérêt à le faire, presque aucun écrit n'a été fait sur l'organisation du savoir, de la morale et de la philosophie. À titre personnel, je pense plutôt qu'il n'y a pas eu d'intérêt à faire des écrits sur une structure qui était courante dans la vie de tous les jours. C'est comme si aujourd'hui, il y avait un type qui écrivait un livre s'intitulant « L'école, le lieu où les professeurs apprennent des savoirs aux élèves dans une classe ». Un événement a donc dû se passer pour forcer les intellectuels de l'époque à vouloir écrire justement sur la façon dont les savoirs étaient répartis. Et cet événement, c'est le métissage des cultes. Bon, je vais faire bref parce que, comme averti précédemment, la vidéo prendrait des heures, mais en gros, Alexandre le Grand. Tout le monde voit c'est qui ? Le gars dont l'autre pseudonyme a inspiré Bonduel, et qui est aussi connu pour avoir un territoire relativement large. Bon notre Alex, il est mort. Donc, partage entre ses généraux de son empire, qui va quand même de la Grèce et du bassin méditerranéen à l'Orient, et on arrête de se focus sur Athènes pour uniformiser tout ça. C'est ce que l'on appelle l'hellénisation. Grec comme langue commune, culture, art et philosophie répandue, etc. Et on va choisir une cité un poil connue comme cœur de ce nouveau monde hellénistique, Alexandrie en Égypte. Alexandrie parce que Alexandre, le gars est pas du tout mégalo. Bon, en même temps, quand on a réussi à s'octroyer tout un territoire comme celui-ci, je pense que c'est mérité. Remarque, c'est comme moi une fois qui, à la mer du Nord, s'est amusé à construire une espèce de petite cité de max 15 cm de hauteur et 1,50 m de diamètre, et que je l'ai baptisé Samuelopolis. Ouais, les ambitions sont pas les mêmes. Revenons à nos Grecs, plus précisément nos Égyptiens, puisque l'influence des croyances et mythologies grecques, avec d'autres comme justement les rites égyptiens, vont participer à ce métissage des cultes. On peut prendre par exemple la figure du dieu Thoth, divinité de l'écriture, de la magie et de la sagesse. Pourquoi j'en parle ? C'est surtout pour le fameux livre des morts, un ensemble de rouleaux de papyrus ayant pour but de rassembler un ensemble de formules, pléonasmes, d'invocations magiques et de symboles. Partie qui aura une grande importance plus tard. Et vous vous doutez bien qu'une zone ayant une mythologie bien définie, qui rencontre une autre avec une même mythologie bien définie, ça fait des enfants. Vraiment, c'est un sujet qui est hyper passionnant, mais comme je l'ai introduit en début de vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps à développer. C'est pour ça qu'il faudrait une vidéo à part entière. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je fasse une vidéo sur ça, vous pouvez le mettre en commentaire. Bref, un métissage, des nouveaux cultes, et aussi une population en quête de réponses spirituelles ne trouvant pas leur réponse dans la philosophie de l'époque, ça attire un certain type de personnes. Les charlatans. Des personnes n'ayant aucun scrupule d'utiliser la détresse émotionnelle des gens afin de pouvoir assouvir leur ambition, leur soif de pouvoir et d'argent. Fort heureusement, l'humain a bien évolué depuis. C'est donc de cette volonté de dénonciation que Lucien de Samosate, auteur satirique, écrit un texte très connu, Alexandre et le faux prophète. Dans ce texte, Lucien crée le personnage d'Alexandre d'Abonotique, un autoproclamé prophète d'un dieu, le dieu Clicon, une sorte de serpent divin. Celui-ci, par ambition et soif de richesse, apprend l'art de la manipulation de masse, ainsi que des pratiques hérétiques inconnues du public, afin de les enjoindre à suivre ses enseignements. Bien évidemment, de par la crédulité de la population, beaucoup de gens tombent dans le panneau, achètent les services prodigués par Alexandre. Ici, Lucien critique, non pas l'idée d'un enseignement réservé à une poignée d'initiés, mais bien les dérives que l'attrait et les promesses que pourraient avoir ces 10 enseignements impacteraient directement sur leurs défauts fondamentaux. Lucien fait une satire d'un certain type d'ésotérisme, un ésotérisme d'opportunisme. On a déjà là la première manifestation textuelle d'un comportement ésotérique qui se retrouve être une parodie. C'est comme si, pour développer une notion, un concept quelconque, vous commenciez par une blague. Tu connais l'histoire du riche qui ne savait pas comment garder ses sous à force de tout dépenser à tout va ? Non, Roger. Il a fini en tant qu'esclave. Roger, tu es con et bourré. Arrête. Voilà pour Lucien de Samosate, qui en somme établit l'existence de connaissances réservées, on va dire, à un groupe d'initiés, en marge des connaissances actuelles. Passons maintenant à notre deuxième figure, Clément d'Alexandrie. Si Lucien critique plus les charlatans utilisant de faux savoirs cachés pour s'enrichir, Clément, lui, établit véritablement la distinction entre les connaissances publiques et les connaissances internes et initiatiques, mais dans le cadre du christianisme.
En effet, c'est durant un voyage d'introspection philosophique vers Alexandrie, à l'époque la grande métropole intellectuelle du monde romain oriental, qu'il fit la connaissance de Pantanéus, un philosophe stoïcien converti au christianisme. Ce dernier dirigeait une école catéchétique appelée la Didascaléon, réservée pour les nouveaux chrétiens. Clément devient son disciple et par la suite son successeur, et c'est probablement grâce à cet enseignement qu'il s'est converti au christianisme naissant, lui reconnaissant une vraie philosophie, contrairement à la pluralité des différents cultes qui commençaient à se développer. Oui, parce qu'il était fondamentalement inquiet d'un potentiel vide de sens que pouvait apporter une croyance et des cultes basés sur véritablement un Super Smash Bros mythologique. Donc vous voyez le cliché du déserteur qui part avec sa cape et son bâton à recherche de vérité? Eh ben c'est lui. Et il en a fait des ouvrages. Il a notamment rédigé plusieurs ouvrages, dont sont plus connus les Stromates, qui sont un recueil de réflexions philosophiques et théologiques qui propose justement de porter une distinction sur l'enseignement de la spiritualité chrétienne. Pour Clément, il fait la distinction entre la foi chrétienne publique, c'est-à-dire celle prêchée au peuple, qui est basée sur les Écritures, la morale et la confiance absolue envers le Très-Haut, et la gnose chrétienne, c'est-à-dire la connaissance spirituelle profonde réservée à ceux qui ont suffisamment mûri dans leur foi. À ne pas confondre avec la gnôle qui ne promet que comme élévation la descente dans la cirrhose du foie. D'ailleurs, il écrit dans les Stromates, volume 1, « La foi est le fondement, la gnose est la perfection ». Il faut donc comprendre qu'après une préparation aux préceptes de base du christianisme, des enseignements spécifiques permettraient d'accéder à cette élévation et connaissance spirituelle appelée le royaume. D'ailleurs, toujours dans le volume 5, il dit explicitement « les enseignements ésotériques du Seigneur ». Voilà donc pour l'élaboration du terme ésotérique, qui signifie d'abord et avant tout la connaissance profonde de sujets réservés à un certain groupe d'initiés. Donc, comment on passe d'applications théologiques complexes à de la lecture de cartes? De nos jours, quand on parle de pratiques ésotériques, on distingue majoritairement 5 domaines. La magie et l'occultisme, la principale, l'astrologie moderne, la divination, les spiritualités alternatives et les développements personnels à 2 balles. Oui, ce sont celles avec lesquelles j'ai le plus de mal. Bref, ces pratiques-là sont souvent considérées comme étant des pratiques ésotériques modernes. Et je me suis donc posé une question. Si on considère que ce sont des pratiques modernes, ça signifie qu'il a existé les pratiques traditionnelles. Donc, qu'en est-il de l'ésotérisme traditionnel? Comme on l'a vu avant, l'ésotérisme est l'enseignement caché réservé à des initiés pour rechercher la connaissance de soi de par l'intervention avec une forme de divin. Ainsi, on dénotait plusieurs écoles de pensée comme l'hermétisme, l'alchimie, la kabbale, la mystique chrétienne et le rosicrucianisme, les traditions initiatiques occidentales. Vous avez remarqué qu'à chaque fois où on parle de ce domaine, il y a toujours cet aspect très symbolique. Un état d'esprit où on a limite besoin d'incarner des notions par des dessins cryptiques. Eh bien, c'est parce que la notion de symbole est particulièrement importante dans l'histoire des pratiques ésotériques. Si on se concentre sur l'étymologie, encore une fois, le terme symbole vient du grec symbolon, qui signifie ce qui réunit 2 parties. À l'origine, c'était semble-t-il un tesson de poterie cassé en 2 qui devait s'emboîter parfaitement afin de représenter un accord parfait entre 2 parties. C'était souvent utilisé pour formuler les contrats, par exemple, une façon de rassembler 2 idées convergentes vers un accord commun. On a d'ailleurs conservé cette idée avec la fameuse poignée de main pour se mettre d'accord. Eh bien, cette idée de rassembler 2 parties, si vous êtes un brin intuitif et que vous avez suivi, vous avez d'office vu avec quoi on pouvait l'associer. Réunir l'aspect sensible des connaissances fondatrices d'une spiritualité commune avec justement le spirituel le plus profond possible. Faire le lien entre le matériel accessible et l'immatériel final. Le lien entre l'exotérique de base et l'ésotérique le plus élevé. L'aspect symbolique des pratiques ésotériques a toujours été, non pas de source de savoir en lui-même, mais une forme de pont entre ce que représente une notion et comment l'humain peut en être sensible. C'est comme le piment. Voici un symbole de piquant pimenté, et lorsque vous voyez ça sur une carte de restaurant, eh bien vous faites le lien entre la notion intrinsèque piquant du piment avec le fait que votre langue va douiller sa mère. Pas sûr que ce soit ma meilleure métaphore. Un exemple concret, l'une de mes bagues. Peut-être que certains d'entre vous auront reconnu qu'il s'agit d'un pentagramme. Et
vous n'auriez pas tout à fait tort. Seulement, c'est un pentagramme bien particulier, plus précisément, c'est un tétragrammaton. Tétra signifie 4 et gramma signifie écrit ou lettre. Donc littéralement, il faudrait comprendre mot de 4 lettres. C'est en fait un reliquat d'une vieille tradition hébraïque se référant au dieu Yahvé, écrit comme ceci en hébraïque. Ce tétragramme signifie représentation du nom du divin. Bon, je pourrais détailler encore plus l'interprétation et l'origine du tétragrammaton, mais on est déjà à une très bonne longueur de vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, mettez-le en commentaire et j'en ferai une vidéo dédiée. Bref, le symbole est devenu fondamental dans la pratique de tout rite. C'est devenu le moyen d'action, le langage spirituel le plus adapté, le plus populaire, afin de justement transmettre et manipuler des concepts. Et si vous êtes fan de manga et d'anime, il y en a un qui doit immédiatement popper dans votre esprit. En alchimie par exemple, qui, contrairement à ce que la pop culture veut nous faire croire, elle ne se base pas uniquement sur la transfiguration des éléments. Typiquement changer le plomb en or. Non, l'alchimie, sur le plan philosophique, tend à vouloir unifier deux concepts séparés. En effet, dans la croyance alchimique, tout est lié. Tout est lié! Le plan naturel et spirituel est d'une façon comme une autre lié au plan humain et matériel. Et voyons comment l'alchimie symbolise l'un de ses principes les plus fondamentaux, la transmutation. Le principe généralement utilisé dans la fiction qui évoque un cheminement universel des essences de la matière vers une essence plus pure, plus aboutie, plus parfaite en somme. Simplement, une quête de développement spirituel. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé Fullmetal Alchemist, vous connaissez le fameux cercle de transmutation interdit utilisé par les frères Elric dès le début, pour tenter de ramener leur mère à la vie. On peut y voir notamment 3 sigles centriques représentant le soufre, le mercure et le sel, respectivement en symbole du principe masculin, féminin et d'unification entre les deux parties. Autre exemple, montrant le désir de représentation symbolique du lien entre l'humain et le divin, la Kabbale judéo-chrétienne. Vous connaissez sans doute l'antagoniste du jeu Final Fantasy, Sephiroth. Eh bien, sachez que son nom n'est absolument pas tiré au hasard, puisqu'il vient totalement d'un concept phare en théologie kabbalistique, les sphères de compréhension de Dieu. Voici un arbre kabbalistique. C'est un arbre de vie incarnant chaque qualité qui est censée interpréter le Dieu créateur et l'idée de s'en rapprocher le plus possible dans un ordre bien précis. Et pour les plus cultivés, c'est également ces mêmes arbres qui ont inspiré les Jikaichin du deck de Zone dans Yu-Gi-Oh! 5Ds. C'est une rêve comme une autre. Bon, anecdote mise part, voici un peu l'état d'esprit de l'ésotérisme traditionnel. Un ésotérisme beaucoup plus basé sur les connaissances et sur l'obtention d'une certaine sagesse. Donc dans l'idéal, on n'est plus sur la compréhension d'un chemin complexe dont il faut en étudier les codes, les symboles, ce qu'ils représentent et comment ils sont manipulés afin d'en saisir les préceptes. Vous la sentez aussi, hein, cette perturbation dans la force. Ok, je pense qu'à ce stade de la vidéo, un résumé chronologique s'impose. Nous avions comme source de rite la période de l'Égypte antique, annonçant son lot de figures mythologiques, Isis, Osiris et bien évidemment Thoth. Représentant direct du livre des morts, un recueil de cérémonies, formules et rituels caractérisés par des symboles. Ensuite est venue la Grèce antique, avec l'hellénisation ou l'évocation première du terme ésotérique pour distinguer deux types d'enseignements, un public élémentaire et un initiatique ayant une volonté d'approfondissement de la connaissance, avec notamment deux figures phares en les personnes de Lucien de Samosate, qui a premièrement évoqué la notion d'ésotérisme, donc un enseignement caché, dont il faut d'abord être initié et puis avancer dans cette initiation pour en connaître les vertus, au moyen d'une satire qui dénonce l'existence de charlatans certes, mais l'idée est là. Et puis, Clément d'Alexandrie, le premier à avoir explicitement évoqué le terme d'ésotérisme, mais dans un cadre chrétien, voulant remettre un peu d'ordre et de sens au beau milieu d'un chaos de croyances diverses et variées. Bien après la période moyenâgeuse, qui a vu son lot d'écoles de pensée, avec l'utilisation fondamentale de symboles divers et variés comme outils de pratique. L'alchimie et ses représentations d'éléments manipulés au moyen de la transmutation, la Kabbale avec ses arbres séphirotiques, etc. Pourtant, j'ai parlé auparavant d'autres courants de pensée que l'on voit encore sur ma pseudoligne du temps, à savoir l'hermétisme et le rosicrucianisme. Et ces courants de pensée vont me permettre d'introduire quelque chose de primordial quand on parle de l'évolution d'une pratique, l'impact de l'esprit humain. L'hermétisme doit son nom à Hermès Trismégiste, qui... comment dire ça sans perdre en crédibilité ?
Hermès Trismégiste serait une figure mythique identifiée au dieu égyptien Thoth, fusionnée avec Hermès lui-même, le dieu de la mythologie grecque, étant donc à la fois dieu des connaissances, du langage, de l'écriture et des sciences sacrées. Son nom Trismégiste est inspiré du latin tres et magister pour donner le 3 fois très grand, signifiant donc qu'il possède 3 textes sacrés. La table d'émeraude, le discours parfait et l'Asclépius représentant respectivement l'alchimie, la révélation de l'intellect divin et le dialogue sur la nature du monde et de la religion égyptienne. Tout cela dans le but d'unifier le cosmos. Bon, j'ai skippé énormément de détails et tourné beaucoup en autodérision, mais l'essentiel est là. On commence à voir un peu les prémices de courants de pensée attribués vraiment à une personnalité propre. Bon, dans ce cas-ci, plus à une Marissou mythologique qu'autre chose. Et même si on est beaucoup plus sur l'aspect d'un mythe, la notion de savoir ultime détenue par les travaux d'une personnalité va énormément influencer la perception du mystique. Et d'ailleurs, c'est un comportement que l'on a bien vu dans d'autres courants de pensée. L'alchimie a eu son lot de grandes figures, comme Albert le Grand, Maître Eckhart et bien évidemment Nicolas Flamel, qui n'est pas que juste le vieux gars dans Harry Potter. Mais le but de l'alchimie est d'essayer de purifier l'âme en essayant de la connecter le plus possible à Dieu, ou toute autre figure divine. De même, l'hermétisme, bien que très codifié et symbolique, essaye de connecter justement l'homme à une espèce de vérité divine. Tous ces courants de pensée, ces rites, ces croyances, essayent de véritablement lier l'humain à une vérité, une connaissance, un accomplissement interne. Sauf qu'il y en a une à qui ça plaît pas. Notre tendre et belle Église. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Église et les pratiques ésotériques, c'est pas une grande histoire d'amour. Si vous voulez plus de détails, idem, faites-le moi savoir. Mais, en gros, voici Timmy. Timmy a fondé l'Église et le christianisme. Mais Timmy est citoyen grec. Timmy veut donc améliorer le christianisme avec les croyances grecques, mais sans le bazar des différentes croyances. Timmy veut donc la feta et l'argent de la feta. Timmy ne veut pas que les hommes progressent pour eux-mêmes, mais pour Dieu. Timmy commence à restreindre les symboles qui ne se concentrent pas sur Dieu et garde ceux qui le sont. Timmy craint que d'autres symboles soient cachés et soient en réalité une ruse de Lucifer. Timmy commence à être paranoïaque. Timmy observe la chute de l'organisation du monde antique. Timmy se dit qu'il doit renouveler ce en quoi les autres doivent croire. Timmy combat alors les restes des croyances et dit que ce sont des superstitions. Timmy a oublié de prendre ses anxiolytiques. Il dit que tous les autres savoirs lui veulent du mal dans sa foi. Timmy fonde un groupe paramilitaire pour contrôler les croyances des autres. Timmy a oublié une nouvelle fois de prendre ses cachets. Donc, Timmy brûle des gens et devient donc Kira. Timmy a donc fait une connerie. Bon, j'espère sincèrement que vous avez compris que c'était pour illustrer. Mais bref, voilà, c'est un peu comme ça que certaines croyances ésotériques ont dû se cacher pour espérer ne serait-ce que survivre. D'ailleurs, c'est de cette époque qu'est né le terme païen. Païen qui fait référence aux paysans du village, village étant un peu l'antithèse de la cité à l'époque, la cité étant la représentation de la civilisation. Donc il faut vraiment comprendre que le terme païen réfère vraiment à une sous-croyance par rapport au christianisme. Attention toutefois, c'est pas pour autant qu'il faut voir les chrétiens comme des ordures finies génocidaires et les païens comme des victimes légitimes. C'est juste une histoire dans l'histoire des croyances et c'est pas pour autant qu'il faut commencer à se prétendre héros ou défenseur ou ennemi de telle ou telle croyance. Je répète, c'est juste des croyances, pas d'amalgame. Mais si vous avez vu ma vidéo sur le gothique, que je vous recommande d'ailleurs, il y aura un lien qui sera affiché quelque part ici, vous savez qu'il y a eu l'émergence de 2 courants artistiques visant le Moyen-Âge, mais dont les attitudes vis-à-vis de ce dernier diffèrent diamétralement. Je veux bien sûr parler de la Renaissance et du romantisme. La Renaissance voue un certain mépris pour le Moyen-Âge. Et c'est de ce mépris que va naître un désir de renouer avec la volonté antique. Ce qui se traduisit par un regain d'intérêt pour les cultes antiques reniés par le christianisme médiéval. Des figures comme l'astronome et mathématicien anglais John Dee et le médecin et philosophe visionnaire suisse Paracelse vont notamment permettre ce regain d'intérêt pour une mystique naturelle plus vivante et divine au détriment de la vision médiévale qui la voyait plus comme déchue et passive, soumise en quelque sorte à la volonté de la foi humaine. Et ce regain va être la première marche d'un long escalier qui va nous amener vers les profondeurs de ce que l'on va appeler plus tard l'occultisme. Cette première marche est d'ailleurs le deuxième courant que j'avais annoncé en parallèle de l'hermétisme, le rosicrucianisme. Et
qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et vous allez vite comprendre que l'on va aborder un autre aspect de l'apport de l'humain dans le développement des croyances ésotériques. Bienvenue dans le monde fantastique des sociétés secrètes. Who leaves Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? Bon, en quelques mots, qu'est-ce que le rosicrucianisme ? Globalement, c'est l'une des évolutions du regain des croyances antiques issues de la Renaissance, l'hermétisme, la chimie, etc. Mais avec un petit twist incorporé au christianisme. L'idée était plutôt de réconcilier les nouvelles croyances de la Renaissance avec celles du christianisme de base. En somme, réconcilier les savoirs ésotériques avec la vision unitaire du divin. Et aussi avec la raison. Oui, vous m'avez bien entendu. Prenons par exemple justement Paracelse. C'était aussi un alchimiste qui, avec ses connaissances médicales, a réussi à implanter un peu de sa spiritualité d'alchimiste dans le domaine scientifique qui était en pleine élaboration. C'est d'ailleurs de lui que vient sa plus célèbre citation qui concerne le domaine de la toxicologie. « Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison ». Ce qui devrait vous rappeler une autre citation célèbre d'un chimiste très connu. Même si on comprend facilement son sens d'un point de vue médical, d'un point de vue alchimique, il explique simplement que dans le développement de la spiritualité d'un individu, il faut modérer les éléments que l'on manipule. Trop de soufre, tu le soufres, trop de mercure, tu le mercure, etc. Je rappelle que les éléments de la chimie ont une signification bien précise. Par exemple, le mercure incarne l'esprit, la fluidité et la mobilité. Donc, dans cet exemple, c'est bien d'avoir un esprit en pleine effervescence, mais il faut aussi savoir le rendre rigide pour éviter qu'il n'aille dans tous les sens et que vous vous perdiez dedans, sans avoir la capacité finalement de faire quoi que ce soit de physique. D'ailleurs, si on observe l'étymologie du mot rosicrucianisme, il vient des mots latins rosa, qui signifie la rose, et de crucis, qui signifie la croix. Donc, la rose-croix, censée représenter la dualité de l'être humain, la croix symbolisant le corps et la rose l'âme. Sur le papier, tout ça a l'air cool, non ? Vous connaissez les Templiers ? Ça serait marrant d'incorporer les codes des Templiers à cette nouvelle spiritualité, non ? Et vas-y que ça commence à fonder des ordres, que ça écrit des manifestes et que ça commence à se réunir en société privée. Et vous savez ce que ça a engendré cette affaire-là ? La franc-maçonnerie, que je ne vais pas détailler ici parce que la vidéo est déjà bien trop longue. Remarque, ça serait un peu stylé de fonder une société secrète avec un manifeste sur le déclin de l'esthétisme et de l'intellect et d'y implanter des méthodes pour redorer l'épitomie de ce que des êtres d'exception peuvent apporter sur Terre. I gotta hand it to you kids, finding that missing armored car. Don't you recognize them, Sheriff? Why, it's Zeb and Zeke. En période romantique, deux nouveaux courants voient le jour. La théosophie, incarnée par les travaux de Helena Blavatsky, et un autre beaucoup plus connu, fondé par Allan Kardec, le spiritisme. Dans la veine d'exploration lyrique du romantisme, ainsi que de leur remise en question du rationalisme des Lumières, on a commencé à mélanger adoration de l'esthétique religieuse et des bâtiments avec l'adoration des esprits. Et donc, la question que tout le monde se pose, comment contacter les grands esprits bâtisseurs de cette noble période ? À la fin du 19e siècle, aux États-Unis, deux sœurs, plus tard connues sous le nom de sœurs Fox, ont trouvé étrange qu'à des questions posées, sans doute dans le vide je suppose, on leur répond par des coups étranges. Naturellement, le comportement normal à faire dans ces cas-ci, en faire une attraction touristique faisant venir des centaines de personnes comme phénomène de foire. Ce phénomène a fait un carton aux États-Unis, à tel point qu'il s'est répandu en Europe, notamment en Angleterre, Allemagne et en France, surtout dans cette dernière où un instituteur lyonnais du nom de Léon Rivail, qui découvre les expériences de table tournante, va publier un livre sous le pseudonyme d'Allan Kardec, intitulé « Le livre des esprits », livre qui codifie l'interaction avec les esprits et qui obtient un immense succès se vendant par millions. C'est donc l'une des premières modes venant d'une pratique ésotérique. En parallèle, également en France, des auteurs comme un certain Eliphas Lévy développent ce que l'on nommera le fameux occultisme, dont l'étymologie vient du mot latin occultus, qui signifie « et », je vous le donne en mille,
Mais la star des écrits ésotériques, cachée, interdit même, celle qui fait passer les gourous de sectes les plus inquiétants pour des mignons petits agneaux, j'ai nommé Aleister Crowley, le Big Boss de l'occulte, celui qui a notamment inspiré le personnage de Crowley dans la série Supernatural. Son apport majeur vient d'un voyage en Égypte avec son épouse où ces derniers affirment avoir reçu une révélation dictée par un être spirituel du nom d'Aiwas. Et de cette vision, Crowley en rédigera un livre résumant sa nouvelle philosophie qu'il nommera Thelema. Cette philosophie se base sur 3 dictons. Do what you will shall be the whole of the law, ou fais ce que tu veux sera toute la loi. Chose à prendre comme découvre par toi-même ton propre destin et accomplis ta véritable volonté. Et non pas fais ce que tu veux n'importe comment. Ensuite, love is the law, love under will, ou l'amour est la loi, mais soumis à la volonté. Ce qui induit une notion d'harmonie entre le désir et la passion avec la conscience. Enfin, The Horus Era, ou l'ère d'Horus, Crowley affirme que l'humanité entrera vers non plus une ère de soumission spirituelle dogmatique, mais par une individualisation et une liberté antérieure. En somme, il faut voir Crowley plutôt comme une sorte de synthésiste, qui a pris toutes les grandes lignes philosophiques ésotériques à travers l'histoire, les a mises dans une espèce de marmite et a fait une petite tatouille et paf, Thelema. Oui, petite spécificité, l'impact de Crowley dans le monde de l'ésotérisme a véritablement redéfini la notion même de magie. Il distingue 2 types de magie, une magie beaucoup plus cérémonielle, typiquement les réunions, les initiations, les rites, les invocations avec des symboles, etc. Et la magie sexuelle, avec notamment la fondation d'un nouvel ordre spirituel, l'Ordo Templi Orientis, basé sur cette même vision de la magie. Inutile d'y développer ce qu'il s'y faisait. Oui, parce que j'oublie de vous dire que l'on est en plein milieu du XXe siècle et que l'on va assister à l'émergence d'une mouvance que je déteste. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Nous sommes à une époque d'une revendication totale du principe de liberté et de spiritualité, où chacun va y mettre un peu du sien et créer sa propre spiritualité. Et c'est le fameux moment où on va se mettre à parler de champs d'énergie, de taux de vibration, etc. Fort heureusement, c'est aussi durant cette période que va se développer des croyances comme la Wicca et le néopaganisme. Seulement, même si le néopaganisme va prendre à cœur de rechercher tout exemple de symbole et de rite ancien, comme la Walpurgisnacht, il n'en demeure que le contexte sociétal force à créer des effets de mode. Et donc, si je vous dis effet de mode plus États-Unis plus support avec symbole, un objet en particulier devrait vous venir en tête. Zozo. Zozo the clown. That is so creepy. What the? Monica, what are you doing? Qui ne connaît pas la fameuse planche de Ouija? Cet objet mythique repris dans toutes les œuvres de fiction qui essaye un peu de se donner une atmosphère faussement mystique et de paranormal. Oui, je suis un peu piquant avec la Ouija parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, c'est une gigantesque arnaque. Tout du moins dans sa conception. En gros, Charles Kennard s'est inspiré d'une énième attraction de spiritisme découlant de l'influence des sœurs Fox, à savoir une planche parlante pour en faire un objet pouvant être utilisé par tous afin de faire des séances de spiritisme personnelles. Ah, et pourquoi le nom Ouija? D'après ce que Kennard aimerait faire croire pour amplifier le caractère un peu mystérieux de l'objet, son nom ferait référence à bonne chance dans un dialecte égyptien antique et obscur. Alors qu'en réalité, il s'agit de la contraction entre le oui en français et le ya en allemand. Étant justement, avec l'Angleterre, les pays où ces effets de mode se sont le plus répandus en Occident. C'est vrai qu'arrivé à cette période-là de l'histoire de l'ésotérisme, on peut commencer à y voir une perte de sens globale, ce qui, associé à une volonté de commercialisation et d'effets de mode, n'arrange clairement pas les choses. D'ailleurs, en tant qu'occidental, difficile de ne pas penser au cas de la fête d'Halloween. Une fête absolument incroyable, passionnante, certes païenne, mais chargée de symbolisme. Mais elle est aussi connue pour être l'une des fêtes les plus commerciales. Ce qui est franchement dommage, puisqu'au final, on y est plus intéressé pour l'image que l'on a d'elle et des activités pratiquées, plutôt que de l'esprit de base d'Halloween. Et évidemment,
toutes les grosses productions de fiction, aidant bien sur la commercialisation. Où on préfère largement plus capitaliser sur l'appréciation d'une esthétique, un typé horrifique, mais aussi une mystique ésotérique, que de se rapprocher de l'idée de base, c'est-à-dire tout un savoir dont il faut fournir une étude introspective pour en saisir toute l'immense portée. Et aussi, il y a un autre aspect, un autre axe qui permet la commercialisation à outrance. Oh mais ça soulage les gens, gna gna gna, ça fait du bien de voir un médium. Oui bon, il vient de te faire pleurer en parlant de ton père décédé, mais écoute, il va te réconforter maintenant. J'ai eu les informations que j'attendais, je suis super contente. Ah putain, mais heureusement que Bruno est là quand même. Pour moi, demander de l'argent aux gens 300 € par heure pour leur faire croire que tu vas parler avec leur mort, c'est un abus de faiblesse. Vous vous souvenez au début quand je vais parler de Lucien de Samosate et de son faux prophète Alexandre? Rien n'est d'autant plus vrai à notre ère moderne. Bon, le sujet des cultes et des sectes est certes problématique, mais elle découle d'une faiblesse que certains individus sans scrupules n'hésiteront pas à utiliser, la détresse émotionnelle de certaines personnes. Sans devoir partir sur un débat théologique sur la validité de telle ou telle croyance, avant toute chose, c'est une vérité qui est indéniable. Des personnes sont à la recherche cruelle de sens dans leur existence. Et certaines sont dans une détresse telle qu'elles sont prêtes à trouver du réconfort dans n'importe quelle croyance ou spiritualité qui les rassure et les réconforte. Sans doute pour éviter de devoir se confronter aux dures problématiques de la vie réelle. Et ça, comme l'avait quelque part prédit un peu Crowley, nous ne sommes plus à vouloir essayer de comprendre comment une philosophie spirituelle nous permettrait d'accéder à une vérité intrinsèque qui serait plus grande que nous. Mais on s'individualise tellement que l'on essaye de trouver le moindre sens à la moindre manifestation. Chose justement recherchée par les gourous et les charlatans. Et comment ne pas parler des réseaux sociaux? Monde alternatif numérique parfait pour la prolifération de croyances, disons, particulières? Vous savez ce que c'est d'être intérienne? Non, vous savez pas, parce que vous savez, c'est trop de vous moquer. C'est trop de dire, oh, il marche à quatre pattes, ou alors de dire, oh, moi je me sens page, moi je me sens pêche. Mais vous comprenez pas en fait ce que c'est d'être intérienne. Être intérienne, c'est un animal qui est mort, d'accord? C'est un animal qui est mort, qui est réincarné dans un corps d'humain. C'est des animaux dans leur tête, les terriennes. C'est des animaux coincés dans un corps d'humain. Donc quelle langue il faut qu'on vous le dise? Où le moindre illuminé se verra forcément attribuer un public. Un public qui adhérera à ses dires, ne se relevant pas forcément d'une philosophie spirituelle extrêmement complexe ou ultra développée, ce qui, vous l'aurez compris, représente le terreau parfait pour faire naître l'illusion d'incarner une espèce de figure illuminatrice, se voulant de ramener le plus d'adeptes possible afin de les emmener vers une espèce d'illumination personnelle, quitte à les aveugler pour toujours. J'aimerais pour conclure vous partager une anecdote. Voici un jeu de cartes qui m'est très spécial, un tarot. Quand j'étais ado, je me suis vite intéressé à l'ésotérisme. Je ne sais pas comment m'est venue cette fascination. J'ai toujours été très attiré par tout ce qui relevait du cachet, du mystérieux, de ce qui sortait un peu du commun des mortels en somme. J'ai donc écumé livres, forums internet et témoignages en tout genre et la lecture de tarot apparaissait comme un incontournable. Seulement, à l'époque, difficile de trouver un jeu qui soit décent. Et c'est au cours d'une bourse au timbre dans laquelle j'ai accompagné des membres de ma famille, je vous promets qu'on fait pas que ça, il était là. Dans un bac qui dénotait complètement des autres objets, il se tenait au beau milieu, presque comme s'il s'attendait qu'une personne le remarquant s'empresse de le prendre. C'est parce que depuis un certain temps, quand je me balade dans les magasins, il y a systématiquement des rayons réservés à l'ésotérisme, les pratiques de la sorcellerie, mais un peu une version cute, développement personnel lo-fi, avec des articles du style mon carnet d'intuition ou mon calendrier de sorcière, avec aussi toute une gamme de jeux de tarot, d'oracles, etc. Et systématiquement, quand je les vois, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de faux, de pas correct dedans. Qu'on perd un peu de l'intérêt de base de toutes ces pratiques, de tous ces rites d'antan pour au final ne se focaliser que sur un aspect beaucoup plus superficiel. Et n'en parlons pas du merchandising. Il existe toute une panoplie de goodies, de t-shirts comme ceci, comme si on devait exhiber un attrait, une esthétique pour se sentir exister. Note spéciale à tous ces produits style « We are the granddaughter of the witches you weren't able to burn », faisant référence bien sûr aux présumées sorcières brûlées par l'Inquisition et aussi par le fameux procès des sorcières de Salem.
qui a été repris par de nombreux mouvements féministes, se montrant un symbole de résistance face à l'oppression de l'odieux patriarcat. Et maintenant, juste un slogan social, histoire de montrer une petite touche de style un poil décalé. Je sais que cette conclusion fait un peu écho à la même conclusion de ma vidéo sur le gothique, mais on revient toujours à se poser les mêmes questions. Qu'est-ce qui attire dans une pratique quelconque ? Pour quelles raisons les gens s'intéressent-ils à des philosophies de vie ? Quel sens espèrent-ils y trouver ? Et jusqu'à quelle maîtrise pourront-ils plonger ? Si c'est effectivement bien leur intention première. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Je pense que sincèrement, c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de travail jusqu'à présent. J'avais déjà dit ça pour le gothique, je sais. Mais bon, l'amélioration fait que... voilà. Donc, encore une fois, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker, la partager et la commenter pour faire monter le référencement. Ça m'aiderait énormément pour déjà le soutien et pour le développement de la chaîne. Comme ça, après, je pourrais justement investir dans plusieurs choses et beaucoup plus de projets. J'ai déjà énormément d'idées de vidéos. Mais bon, elles prennent du temps et je ne suis pas le meilleur placé pour respecter les délais. Je pense que vous avez pu l'observer. Donc, comme d'habitude, mes réseaux sont en description, ainsi n'hésitez pas à aller les suivre. Et on se retrouve à la prochaine. J'espère que j'aurai atteint justement l'objectif des 1K d'abonnés pour pouvoir, ne serait-ce que essayer, je dis bien essayer de faire un live. Ça sera assez sympa, hein, on pourra un peu fêter tout ça ensemble. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée ou matinée ou nuit. Et on se retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut.